Le Mercedes EQA a été amélioré techniquement, notamment grâce à une nouvelle batterie qui lui offre un petit peu plus d'autonomie. Mais est-ce que ça suffit pour être au niveau de la concurrence? C'est ce qu'on va voir dans cet essai complet. On va parler comme d'habitude de son intérieur, son extérieur, sa connectivité, etc. J'ai aussi fait beaucoup de routes avec cette voiture. Je vais pouvoir vous donner les autonomies réelles que j'ai pu atteindre, ses consommations, ses capacités de recharge rapide également. On va le comparer avec sa plus grande concurrente, le BMW iX1, qui est lui aussi très intéressant. Bref, un essai comme on a l'habitude, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce, et j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est parti! Bon, avant de parler de ses améliorations techniques, un petit mot sur son style extérieur qui lui n'a pas vraiment évolué par rapport à la précédente génération. J'adore cette configuration ici avec ce coloris extérieur magnifique, facturé en option comme beaucoup de choses sur cette voiture, mais la config elle est sublime. Combiné à cette calandre avec les petites étoiles ici Mercedes, là aussi c'est une option, mais je trouve que ça lui va vraiment très bien. Ça rajoute un truc en plus à cette calandre avec le bandeau lumineux aussi qui va courir tout au long de la calandre, c'est magnifique. Idem au niveau des jantes, ici sur cette version d'essai, pratiquement toute option, on a droit à de magnifiques jantes en 20 pouces. De série, ça sera du 18 pouces, ça sera bien mieux pour l'efficience du véhicule, mais on le verra malgré le fait qu'on soit équipé de jantes en 20 pouces sur cette version d'essai, j'ai eu des consommations relativement correctes, je trouve, lors de mon essai. Je parlerai un petit peu plus tard de l'autonomie réelle que j'ai réussi à atteindre entre 100% et 10% avec ce Mercedes EQA sur les routes en Suisse. De profil, pas de grands changements par rapport à avant, si ce n'est aucun changement en somme. J'aime bien ici les poignées de porte chromées, j'adore. Et puis à l'arrière, on a toujours le bandeau lumineux avec le logo Mercedes qui est en dessous du bandeau. Je trouve ça un petit peu particulier personnellement. Dans l'ensemble, le design de cette EQA, ce n'est pas forcément son point fort. Effectivement, personnellement, je préfère la version thermique, donc le GLA, pour être tout à fait honnête. Après, je dois dire, dans cette configuration-là, avec ces belles jantes, avec cette magnifique couleur extérieure, elle me plaît quand même plutôt bien. Et au niveau des caractéristiques techniques, là c'est très intéressant. Je me suis même fait une petite fiche pour être sûr de vous partager les bonnes informations parce qu'effectivement il y a beaucoup de versions au catalogue. On essaie aujourd'hui la version 350 formatique, le haut de gamme, le 4 roues motrices avec sa batterie de 66,5 kWh de capacité, ce qui lui offre une autonomie jusqu'à 456 km en version 4 roues motrices et jusqu'à 525 km en version traction. Mais la version la plus intéressante, c'est sans doute la version 250+. C'est l'entrée de gamme en France, étonnamment. Une version qui est disponible sous les 47 000 €, donc sous le bonus écologique, ça c'est pas mal. On a une batterie un petit peu plus grande, on gagne 4 kWh pour atteindre 70 ou 70,5 kWh de capacité. Ce qui nous offre une autonomie WLTP jusqu'à 556 km. Ça, c'est bien mieux que son principal concurrent, le iX1 de BMW. On aura un moteur placé sur l'essieu avant. Ça sera donc une traction qui développe 190 chevaux, 385 Nm de couple. Ça, c'est vraiment pas mal compte tenu de la puissance du véhicule. Un 0 à 100 en 8,6 secondes. Alors ça casse pas trois pattes à canard, mais je pense que les reprises seront très bonnes. Une vitesse maximale à 160 km/h. Comme je l'ai dit, c'est sans doute la version la plus intéressante parce qu'elle aura une très bonne autonomie, mais aussi et surtout grâce à son tarif qui paraît assez compétitif, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et puis aujourd'hui on essaye la version 350 formatique, donc comme je l'ai dit, un peu moins d'autonomie, une plus petite batterie également, un 0 à 100 en 6 secondes, ça c'est pas mal, on le verra à la conduite, une vitesse maximale elle aussi à 160 km/h. Là effectivement si on va de temps en temps en Allemagne, ça sera peut-être un petit peu décevant. Parlons maintenant des capacités de recharge de cette EQA. Et là, c'est une transition que je n'avais pas préparée, mais c'est aussi peut-être un petit peu décevant. En courant alternatif, on peut charger à du 11 kW, c'est du classique. À noter qu'on n'aura pas d'option en 22 kW, ça c'est un peu dommage. Sur d'autres modèles Mercedes, ça sera disponible d'avoir une option en 22 kW. Et puis en courant continu, on pourra charger à une puissance de 100 kW. J'ai même atteint 103 kW lors de mes tests de recharge. Le 10 à 80% de batterie se fait en respectivement 32 et 35 minutes suivant la taille de la batterie. Donc 35 minutes avec la plus grande batterie de 70,5 kWh de capacité. Alors je vous perds un petit peu avec les kWh, j'espère que vous comprenez bien. Donc il faut compter une grosse demi-heure et là c'est un petit peu décevant, notamment par rapport à la concurrence. Un iX1 fait un tout petit peu mieux, 28 minutes. Une Smart #3 par exemple qui est bien moins chère le fera aussi en moins de 30 minutes. Donc voilà, au niveau de la recharge c'est correct, mais si on fait des longs trajets assez fréquemment, on sera peut-être un tout petit peu limité. On le verra, elle a une plutôt bonne efficience et donc une plutôt bonne autonomie, notamment sur la version 250+. Donc voilà au niveau des caractéristiques, je crois qu'on a fait le tour. On va voir maintenant au niveau de l'habitabilité ce que ça donne. Bonne nouvelle sur cette EQA, on a une très bonne charge tractable jusqu'à 1200 kg sur les versions traction, jusqu'à même 1500 kg sur la 4 roues motrices. C'est bien mieux que le BMW iX5 qui se contente de 750 kg seulement.
Au niveau du coffre, en revanche, là c'est décevant. On a près de 100 litres de moins qu'un BMW iX1 qui est pourtant à peu près la même taille. On est sur 4,46 m ici en longueur sur cette EQA. C'est quand même un SUV assez compact. On attend de ce gabarit un coffre un petit peu plus grand quand même. Alors on a un très léger double fond ici. On peut difficilement ranger un câble de recharge. Donc vous le voyez ici, on a les deux housses pour les câbles de recharge. Heureusement qu'on peut rabaisser la banquette. Ça forme un plancher un petit peu incliné quand même. Effectivement, sur cette EQA, là c'est un petit peu décevant. On va voir maintenant ce que ça donne aux places à l'arrière. Vous le savez, je fais 1,88 m et le siège de devant est réglé à ma taille. Allons voir ce que ça donne. Alors effectivement, l'habitabilité, c'est malheureusement pas vraiment son point fort. Vous le voyez ici, je suis quand même assez à l'étroit au niveau des genoux, je touche le siège de devant. En revanche, au niveau de la tête, ça passe. Il me reste environ 4-5 doigts au niveau de la tête, c'est pas mal. La banquette est assez confortable. Le plancher est un petit peu surélevé. Vous le voyez, j'ai les genoux un petit peu dans le menton. Je peux néanmoins passer mes pieds sous les sièges, ça c'est pas mal. On a un petit tunnel de transmission ici, enfin pas de transmission sur la voiture électrique, mais comme on est sur une plateforme multi-énergie, on a donc un petit tunnel, ce qui n'est pas le cas sur des véhicules 100% électriques, sur des plateformes dédiées. On a droit à 2 prises USB-C, un petit rangement ici au niveau de cette console centrale. La banquette, voilà, est plutôt confortable, les matériaux sont assez valorisants. On a un très bon système de son également dans cette EQA, un très grand toit panoramique, très joli. Mais voilà, effectivement, au niveau de l'habitabilité, ce n'est pas son point fort. En revanche, elle a d'autres avantages, notamment au niveau de la présentation à l'avant. Et oui, à l'avant, c'est magnifique. J'adore la position de conduite dans ce Mercedes EQA. J'adore ce volant, magnifique. Avec des raccourcis, certains sont tactiles. Ça, j'aime un petit peu moins, mais dans l'ensemble, on s'y fait assez rapidement. C'est mieux que ce que propose Volkswagen ou Cupra, par exemple, notamment. En revanche, c'est un petit peu moins bien que les touches qu'on peut retrouver sur le BMW iX1. Alors, au niveau de la présentation, c'est magnifique. Le volant, splendide. L'intégration des écrans, c'est pas mal. En revanche, les écrans, ils paraissent un petit peu petits quand même en 2024, notamment quand on compare ça à un Mercedes EQE par exemple, qui dispose d'une magnifique dalle. La coudoir ici, j'aime bien, j'ai une bonne position de conduite. On a un petit rangement, très sympa. Idem, un petit rangement ici. Bon, celui-là, je ne sais pas trop à quoi il sert pour être honnête. En revanche, ici, pour un véhicule à ce tarif-là, ça fait vraiment très cheapos. Là, j'aurais préféré un mécanisme d'ouverture un peu plus premium ou un matériau un peu plus premium ici. On est toujours sur du noir brillant qui va prendre les traces de doigts et prendre les rayures. Ça, j'aime pas trop, mais c'est un peu la mode sur beaucoup de véhicules en ce moment. Alors, ces sièges ici, ils sont relativement beaux. En revanche, ils sont un petit peu fermes à mon goût. Là aussi, c'est des appréciations personnelles, mais effectivement, j'ai pas une excellente position de conduite. On pourra choisir sur le configurateur aussi d'autres sièges, évidemment. Sinon, c'est très joli au niveau de la planche de bord. On a un affichage tête haute en option également. J'adore les aérations ici, qu'on connaît déjà depuis les modèles précédents chez Mercedes. Les petits raccourcis également ici en bas. Mais par contre, il y a un défaut majeur dans cette Mercedes. En partie haute, c'est très joli. Par contre, en partie basse, alors ici, c'est un tout petit peu rembourré quand même, mais on reste sur certains plastiques très durs. Alors sur la version d'entrée de gamme, on peut lui pardonner. Je pense à une voiture qui est disponible sous le bonus écologique en France. Voilà, ça reste correct au niveau des matériaux. Néanmoins, cette version ici coûte 78 000 francs suisses. Ça fait environ 70 000 € sur le configurateur en France. C'est quand même très cher pour un petit SUV 100% électrique. À ce tarif-là, on attend des matériaux un petit peu plus valorisants. Idem, dans cette version d'essai, j'ai eu un petit bruit de mobilier au niveau de la porte ici à l'avant droit. Je ne sais pas d'où ça vient. Des fois, ça apparaît pendant quelques dizaines de kilomètres. Des fois, après un démarrage, je n'entends plus de bruit de mobilier. Effectivement, pour une voiture premium, j'ai quelques petits craquements à certains endroits. Et là, je dois dire que c'est un petit peu décevant. Pour tout le reste, la présentation est quand même assez jolie. Je me sens bien. J'ai une bonne visibilité, une bonne position de conduite. Et je le répète encore une fois, j'adore ce volant. On va parler maintenant de cette connectivité rapidement. Là, pas de grande surprise là encore. Alors il faut toujours allumer ce Mercedes EQA. Certaines autres voitures électriques s'allument automatiquement dès qu'on s'installe sur le siège. On a un petit jingle ici à l'allumage du véhicule. Je vais commencer par cet écran derrière le volant qui regroupe notamment la vitesse, les consommations, etc. On peut personnaliser les affichages. Idem, si on clique sur la petite maison, ici on peut mettre par exemple toute la carte. On peut mettre une vue d'assistance à la conduite, etc. Donc ça, c'est relativement bien. C'est comme ce qu'on retrouve sur un EQE, EQS, entre autres. Et puis ce software ici, c'est exactement le même. En revanche, l'écran, il est bien plus petit. Vous le voyez des fois, la navigation, elle est un peu moins intuitive. On retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qu'on peut avoir sur le QE ou le QS que j'ai déjà testé et détaillé notamment dans certaines vidéos. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On peut avoir un planificateur d'itinéraire, vous le voyez, avec une carte en 3D, c'est assez sympa. Par contre, des fois, ça prend un peu de temps pour le dézoom. Des fois, ce n'est pas ultra précis non plus. Alors ici, admettons que je veuille aller, disons, à Nice.
hop, c'est parti. C'est parti, ça a duré environ 30 secondes. La voiture a déjà planifié son itinéraire. Elle cherche encore des bornes de recharge pour optimiser l'itinéraire, donc pour nous proposer des bornes de recharge où il faudra s'arrêter avec sa voiture. Et voilà, 3 arrêts recharge. On peut cliquer ici sur justement les détails. Alors là, à noter que j'ai 47% de batterie seulement. On pourrait même peut-être descendre à Nice avec deux arrêts, pardon, je ne sais pas. Premier arrêt chez Ionity, voilà, très bien. Deuxième arrêt Ionity à Binasco, je connais aussi très bien. Troisième arrêt, encore à Ionity, bon voilà, c'est génial. La voiture nous propose des bornes ultra rapides disponibles sur les aires d'autoroute. Que demander de plus? Ce planificateur, il est au top. Il est, je dirais, au même niveau que celui de BMW, voire même un tout petit peu plus lisible au niveau des affichages qu'on peut avoir ici sur cet écran. Dans l'ensemble, la connectivité reste correcte, mais au niveau des graphismes, on aimerait peut-être une petite mise à jour chez Mercedes. Effectivement, bon là, c'est pas génial, mais BMW propose pas forcément mieux, pour être honnête. Donc voilà, un petit mot encore sur la caméra de recul, et là, c'est un petit peu décevant. Regardez, en mettant la marche arrière avec le Komodo ici, d'ailleurs, que j'adore, je trouve ça super pratique, la marche avant, hop, la marche arrière. On a droit à une caméra de recul qui, elle, a un angle assez particulier, un aspect grand angle, et des fois, effectivement, suivant les manœuvres que je fais, j'ai un peu du mal à viser la place de parc, parce que justement l'angle est un peu particulier. On a droit également à une caméra à l'avant, vous le voyez plutôt pas mal, et aussi une perspective depuis le dessus, ça c'est très bien. On a du parking automatique évidemment, vous le voyez, on peut trouver une place automatiquement, et puis on a même des caméras sur les côtés pour les jantes notamment, parce que abîmer des jantes qui coûtent assez cher, ces jantes en 20 pouces, ça serait dommage. Donc vous voyez, on a pensé à tout chez Mercedes, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai envie de dire, on prend la route maintenant à bord de ce petit EQA. Est-ce un baby EQE SUV? C'est ce qu'on va voir à la conduite, c'est parti. Bon alors premièrement en ville c'est toujours une voiture qui est relativement bien équilibrée. On a un plutôt bon niveau de confort, les sièges je l'ai dit sont un petit peu fermes à mon goût. Une direction très précise, aussi très souple et ça j'aime bien pour la ville. Vous l'entendez, on a quelques petits craquements quand on tourne, c'est un petit peu particulier. J'avais déjà ça sur le Mercedes EQE SUV que j'avais testé dans le sud de la France, c'était assez bizarre comme petit craquement. Idem quand on décélère, et bien la caméra de recul qui va s'ouvrir, on entend un petit clic, on l'a entendu juste ici, je ne sais pas si on pourra l'entendre au micro. On entend effectivement le petit logo Mercedes qui se déploie au niveau du coffre justement. On a une récupération d'énergie sur différents niveaux. Je me mets maintenant au niveau maximum. La voiture va freiner très fort, même peut-être trop fort à mon goût. Donc je me mets souvent en mode de récupération forte uniquement. Donc voilà, en ville, ça reste une voiture plutôt convenable. Moi, j'aime bien à la conduite. J'ai une bonne visibilité aussi en ville. Et puis on va se mettre ici en mode sport pour l'entrée sur autoroute. C'est parti. Alors il n'y a personne derrière. On va peut-être... Ah, s'il y a quelqu'un derrière, malheureusement. Je vais faire un 30 à 100. C'est parti. 3, 2, 1, go! Ouf! Et cette version 4 roues motrices, elle envoie. Et je suis à 100 maintenant. 120. Voilà. Ça envoie, 0 à 100 en 6 secondes, c'est pas mal. Je vais désactiver l'alerte de survitesse avec le petit clic ici sur l'écran, ça c'est génial. Mercedes a pensé à tout, si on roule à 121 dans le 120, la voiture va sonner. C'est un peu chiant, mais heureusement qu'on a ce petit raccourci ici. Vous l'entendez certainement au niveau du micro, ici à 120 km/h, on a pas mal de bruit d'air et pas mal de bruit de roulement. C'est dû premièrement au fait qu'il y a du vent aujourd'hui. Deuxièmement, la voiture n'est pas extrêmement bien insonorisée par rapport à un EQE ou une EQS, ça n'a rien à voir quand même qu'on soit clair. Là, je dois dire que le iX1 est un petit peu mieux insonorisé quand même sur autoroute. Et puis, on a des bruits de roulement parce qu'on est sur des jantes en 20 pouces et aussi parce que peut-être l'insonorisation est un petit peu moins bonne que sur certains autres véhicules. Alors, ça reste relativement mesuré quand même, je chipote un peu. Mais effectivement, on achète une Mercedes à 70 000, 70 000 euros. J'aurais aimé un niveau d'insonorisation un petit peu meilleur dans cette gamme de prix-là, pour être honnête. On a une bonne visibilité à l'arrière, on a des avertisseurs d'angle mort également sur autoroute, ça c'est pas mal. Et on a un système de conduite semi-autonome qu'on active à la pression d'une touche. Je me mets donc à 122 km/h, la voiture va conduire pour moi, elle va donc accélérer, freiner et puis surtout tourner le volant pour moi. Elle dispose d'un volant capacitif, ça c'est très bien. Par contre, ce système, il a montré quelques petites lacunes lors de mon essai. J'ai fait pas mal d'autoroutes en Suisse et des fois la voiture fait un peu du ping-pong, des fois elle prend pas forcément très bien les virages. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est décevant, mais là encore BMW est un peu meilleur en matière de conduite semi-autonome. Je vais faire des tests un petit peu plus poussés de conduite semi-autonome, j'irai peut-être en Allemagne essayer la conduite autonome, enfin semi-autonome de niveau 3. Donc là encore, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Ici vous le voyez, la voiture est bien à gauche alors que voilà, il n'y a rien à signaler, la route n'est pas forcément en pente, etc. Ce que j'aime bien, c'est que la voiture ne va pas sonner d'une manière intempestive, elle a un volant capacitif, donc voilà, dès qu'on a les mains sur le volant, eh bien ça passe, elle ne va pas sonner, donc ça c'est top. Voilà, au niveau de la position, j'aime bien, la couloir sur la gauche, il est plutôt rembourré, ça j'aime bien. Idem ici, c'est pas mal.
très bonne position de conduite pour faire de l'autoroute. Encore un petit mot sur la conduite sur route. Là, en revanche, on remarque le poids de cette EQA. Il fait 2 tonnes 100, même un peu plus d'ailleurs sur cette version 4 roues motrices, même aussi plus de 2 tonnes sur la version traction. Effectivement, on ressent le poids. Heureusement qu'on a des suspensions adaptatives. En mode sport, la voiture se raffermit un peu, mais ça reste quand même très lourd en virage. On reste sur un SUV, donc on n'est pas sur une voiture vraiment sportive, mais en revanche, on a de plutôt bonnes performances. Et vous le voyez ici dans un tunnel, c'est là qu'on remarque l'éclairage d'ambiance de cette EQA. C'est magnifique. La Mercedes met une claque à BMW, entre autres. À noter aussi qu'on est équipé de feux Matrix LED. Alors c'est aussi une option, mais ça fonctionne super bien de nuit. La Mercedes va très bien éclairer de nuit et ça fait justement très plaisir de rouler de nuit avec cette voiture. Donc grosso modo à la conduite, il y a eu peu de changements par rapport à la précédente génération de QA. Ça reste une voiture assez polyvalente, on aura une plutôt bonne autonomie quand même, on le verra après un petit peu plus tard dans la conclusion. Sinon à la conduite, cette version se montre un petit peu ferme, même en mode confort, mais je pense qu'en version 18 pouces, ça sera bien mieux au niveau du confort. Donc voilà, on va choisir des jantes grâce à leur style, mais par contre, il ne faut pas oublier que ça péjore un petit peu le confort de roulage. Donc voilà, je vais tester la récupération ici, je me mets en mode maximum, je me mets exprès à 120 et là je vais freiner 3, 2, 1, enfin freiner non, je vais décélérer, laisser la voiture décélérer, je suis à 100, je suis à 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, non mais freine super fort. Donc je crois qu'on a fait le tour à la conduite, j'espère n'avoir rien oublié. Et on se retrouve à l'extérieur de la voiture sous ce beau soleil pour la conclusion et l'autonomie aussi. Bah oui, quelle autonomie j'ai pu atteindre? Réponse tout de suite. Avant de parler de son autonomie réelle que j'ai pu atteindre et de ses consommations que j'ai pu relever durant ma semaine d'essai, un petit mot encore sur ses tarifs. Alors en France, le prix de départ il est à 46 950 €, donc sous le seuil du bonus écologique. On peut rajouter des options supplémentaires également si on le souhaite. Donc ça peut être une bonne alternative. À noter en revanche que le BMW iX1 lui aussi commence à ce tarif-là. Donc la différence entre les deux se fera notamment au niveau des options, mais aussi et surtout au niveau des loyers qui seront proposés par les deux marques en LOA ou LLD. D'ailleurs, si vous voulez comparer ces deux modèles, par exemple iX1 ou EQA, si vous voulez une offre pour le iX1, une EQA ou tout autre modèle, vous trouverez un lien disponible en description de cette vidéo. C'est un lien vers un courtier en automobile qui peut vous proposer de très bons tarifs sur plein de véhicules électriques. Si vous êtes de Suisse, par contre, ce lien ne fonctionnera pas. C'est uniquement disponible en France pour le moment. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mail et moi je peux regarder ce que je peux faire de mon côté pour vous trouver de très bons tarifs sur plein de voitures électriques différentes, neuves ou occasion d'ailleurs. Par contre, si on veut très bien équiper son EQA, là, ça coûtera quand même très cher. Cette version ici, en 4 roues motrices avec pratiquement toutes les options, elle est facturée près de 70 000 €, près de 78 000 francs suisses. C'est cher, c'est peut-être trop cher effectivement, compte tenu de l'autonomie qu'on aura, compte tenu de la place qu'on a à l'intérieur. D'autres alternatives moins chères mais un peu plus grandes sont peut-être assez pertinentes. En revanche, si vous cherchez un petit SUV électrique, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a notamment le iX1 de BMW, il y a cette EQA, il y a peut-être le Hyundai Kona, mais bon, il est peut-être un peu moins premium. Il y a peut-être Volvo qui a aussi des propositions intéressantes. La Smart Hashtag 3 aussi qui est très bien, relativement premium à l'intérieur aussi. En revanche, le châssis il est peut-être un petit peu moins bon que cette Mercedes EQA. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer le grand road trip en Smart Hashtag 3 entre la Suisse et l'Espagne. Ça sera super intéressant. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, parlons des consommations de ce Mercedes EQA durant ma semaine. J'ai une consommation moyenne de 18,6 kWh au 100 km. En prenant en compte que j'ai fait pas mal d'autoroutes, pas mal de routes également, j'ai très peu fait de ville. Et on est équipé de jantes en 20 pouces. Ici, si on avait eu les 18 pouces de série, on aurait fait beaucoup moins. Je pense qu'on aurait économisé 1 ou 2 kWh au 100 km. Au niveau de l'autonomie réelle, j'ai fait 315 km en 100% et 10%. Vous voyez, ces 10%, c'est un peu la marge qu'on prend quand on veut atteindre une borne de recharge. On peut même pousser un petit peu plus, presque atteindre les 340-350 km d'autonomie si on arrive à la borne avec 0% de batterie. Donc voilà, il faut compter un bon 300 km en cycle mixte avec beaucoup de routes, avec beaucoup d'autoroutes en Suisse à 120 km/h. C'est, je trouve, encore raisonnable compte tenu de son autonomie WLTP qui a seulement, entre guillemets, 450 sur cette version d'essai. Ça sera bien plus sur la version 250 plus, la version traction avec une batterie un petit peu plus grande. Donc voilà, en conclusion, cet EQA, il est plutôt satisfaisant. On regrette certains matériaux à l'intérieur quand même qui sont pas dignes d'une voiture à ce tarif-là. On regrette justement son tarif sur les versions très haut de gamme, mais il faudra comparer les offres en location évidemment. Parmi les points positifs, c'est sa configuration ici, une magnifique peinture extérieure, de magnifiques jantes, un niveau de confort qui est plutôt bon. On a un magnifique volant, on sent bien à l'intérieur de cette EQA. Le look, voilà, c'est assez personnel, mais c'est vrai que c'est une voiture qui en un
s'impose quand même, c'est une voiture assez classe, on roule quand même une Mercedes, il ne faut pas l'oublier, on paye aussi un peu la marque évidemment. Donc voilà, en conclusion, une semaine plutôt sympa au volant de cette EQA. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Mercedes EQA et lequel choisissez-vous, BMW iX1 ou Mercedes EQA, je serai ravi de vous lire. À très bientôt, toujours au volant de plein de voitures électriques. Pensez à vous abonner parce qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent, de très longs trajets dans plein de voitures électriques. Ça sera super cool et je me réjouis de passer l'été avec vous. À très bientôt, ciao tout le monde.